Donc je laisse la parole à Antoine et à Monsieur Lévy. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc l'idée pour l'heure ou la demi-heure qui vient, ça va dépendre si Roland est bavard ou pas. C'est de... En général pas beaucoup. En général pas beaucoup, c'est ce qui m'inquiète, donc je vais essayer de parler à sa place. Donc avant de commencer et d'écouter son témoignage, je vais faire un très bref rappel historique global. Et en fait l'idée c'est pas tant un interview, mais c'est surtout je vais essayer en tant qu'historien de replacer la trajectoire individuelle de Roland, de vous donner un peu des éléments de contexte pour voilà, replacer son parcours à lui dans l'histoire globale de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, principalement en France. Donc voilà, avant de commencer, un petit rappel historique nécessaire. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945, les nazis et leurs collaborateurs, comme l'a dit Alain, ont mis en place des politiques de persécution systématique des juifs d'Europe. Et les enfants juifs étaient des cibles privilégiées de ces politiques de persécution et d'extermination. Et on estime qu'entre 1 million et 1,5 million d'enfants juifs de moins de 14 ans ont été assassinés pendant la Shoah. En France, les chiffres sont beaucoup moins vertigineux, puisque environ 85% des enfants juifs de France ont survécu à la guerre, donc entre 60 000 et 70 000 selon les chiffres, ont survécu en France pendant la guerre grâce notamment à des activités de sauvetage. On va en parler, je pense. Donc pour bien s'entendre sur ce qu'on veut dire par enfants juifs cachés, donc c'est des enfants qui ont été cachés pendant la Shoah, pendant la guerre, pour échapper à l'arrestation, à la déportation et à l'extermination. Et qui ont donc été souvent, pendant la guerre, comme c'est le cas de Roland, ont été souvent séparés de leurs parents et ont dû renoncer et cacher leur identité juive pendant toute la guerre, ou du moins une partie. C'est bizarre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un micro, hein? Oui. Ok, d'accord. Je pensais que ma voix portait, bon non, je me suis enflammé. Donc je vais laisser la parole à Roland qui va, donc je pense tout simplement pour commencer, nous parler un peu de votre famille, de vos parents et de leur situation au début de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1939. Bonjour à tout le monde. N'hésitez surtout pas à poser des questions tout à l'heure, ou dès que vous avez envie de demander quelque chose. Eh ben, je suis né à Strasbourg, le 9 janvier 1939, à la clinique Adassa, qui depuis quelques mois n'existe plus. Et ma famille, ce sont des Strasbourgeois, de la petite bourgeoisie. Et il n'y avait rien de très spécial à signaler, et il y a eu donc la déclaration de la guerre. Le 1er septembre 1939, il y a eu la déclaration de guerre. Et vous savez que les Strasbourgeois ont été évacués. Tout Strasbourg a été évacué dans le sud-ouest, notamment vers Périgueux. Et mon père a été rappelé, il était soldat français. Et en 1940, évidemment, il a été fait prisonnier au moment de l'armistice. Et lui, il a été prisonnier pendant toute la guerre. Étant juif, il a été mis dans des cas avec des droits communs polonais et russes. Mais bon, l'un dans l'autre, ça n'avait rien de comparable avec la déportation. Et en 1945, mon père est revenu. Ma mère, elle est allée à Boulogne-sur-Mer parce qu'elle travaillait dans une grande entreprise qui avait une dépendance à Boulogne-sur-Mer, et elle est donc partie là-bas avec sa mère et moi qui avait quelques mois. Et à Boulogne-sur-Mer, bon, ma mère a cherché un peu de travail, et un de ses travails momentanés, elle faisait l'interprète.
de quelques heures par jour à la commandante Tour. Et un jour, on lui a dit qu'elle était sur la liste et qu'elle avait 2 heures pour partir. Donc elle est partie avec sa mère et moi. Il fallait franchir la ligne de débarcation. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ça, la France avait été divisée par une ligne de débarcation et elle s'est réfugiée à Terrasson, qui est en Dordogne. Et alors vous savez que le 20 janvier 1942, il y a eu la conférence de Wannsee où la solution finale a été décidée. Alors, les gens disent que personne ne savait, je pense que c'est pas vrai, puisque ma mère se doutait qu'il se passait des choses un peu étranges. À Terrasson, il y a eu de nombreuses rafles. Il y avait les Juifs qui n'étaient pas français, qui venaient de l'Europe de l'Est. Ceux-là ont été raflés en premier. Et ma mère s'est dit que si on rafle cela, on raflera les autres aussi, ceux qui ont des bons passeports français. Et tout simplement, elle a demandé, si les gens connaissaient quelqu'un qui voudrait recueillir son fils. Et on lui a dit oui, qu'on connaissait quelqu'un. Et puis en janvier 1942, on m'a emmené dans un petit village qui s'appelle Pomport, dans les coteaux du Mont Bazillac. Je ne sais pas si parmi vous il y a déjà des alcooliques. Le Mont Bazillac est un vin liquoreux, excellent. Et j'ai été élevé dans les coteaux du Mont Bazillac, dans cette famille, où ça a été très très bien. Ce qui est absolument extraordinaire, il y a 2 choses quand même à noter, c'est que dans ce village, tout le monde savait que j'étais juif, sauf moi. Je suis arrivé, j'avais l'âge de 2 ans, je ne savais rien, et les gens m'ont tous raconté que on se doutait bien que ça pouvait être qu'un petit juif. Qu'est-ce que c'est ce gosse qui vient, un petit blondinet, ça pouvait être que ça. Et les choses se sont très très bien passées. Il y a eu, bon, je savais, j'entendais parler, je ne me rendais pas du tout compte, du danger. Par contre, à la maison, chez les gens qui m'avaient recueilli, que j'appelle mon oncle et ma tante, bon, on parlait toute la journée, on parlait que de la guerre, on écoutait Radio Londres, bon, je savais qu'il y avait la guerre, mais le danger, je ne connaissais pas, le mot juif, je ne l'avais jamais entendu, les déportations, non. Je sais que quand on descendait, Bergerac est la ville la plus proche, c'est à 13 km, quand on allait faire des courses en vélo, il y avait des soldats allemands, bon, les soldats allemands, ils étaient là, sans plus. Par contre, le 23 avril 1944, là, ça a été, comme on dit de nos jours, ça a été un peu chaud. Il y a un voisin qui a été dénoncé, qu'il avait des armes chez lui. Bon, les Allemands sont arrivés, ils ont entouré tout le village avec des camions et tout. Ils ont trouvé les armes, ils ont immédiatement fusillé cet homme et ses enfants. Et après, ils sont allés dans chaque maison. Donc nous, on a été tenus en joue. Bon, personne n'a parlé, ça a été quasiment un miracle. Quelqu'un aurait dit un seul mot, ben ce jour-là, on était fusillés également. Il ne s'est rien passé. Donc voilà pour ce qui s'est... Voilà pour Pomport. Je vais juste vous interrompre 2 secondes pour donner quelques éléments de contexte. Parce que Roland, comme à son habitude, va très vite. Donc, vous l'avez sûrement vu sur la carte, mais donc septembre 1940, l'Allemagne, enfin 1er septembre 1940, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours après, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Et donc c'est officiellement en Europe, du moins, le début de la Seconde Guerre mondiale. En mai 1940, l'armée allemande envahit la France par la Belgique. Et quelques semaines plus tard, la France est battue et l'armistice est signé en juin 1940. Et comme l'a dit Roland, à ce moment-là, en fait, la France va être globalement divisée en 2 zones. La zone que vous voyez là en rose, on va dire. La zone d'occupation nord qui va donc être sous contrôle allemand, et la zone dite libre qui va être sous administration du gouvernement de Vichy. Donc il y a un gouvernement de Français, mais un gouvernement qui collabore pleinement avec l'Allemagne nazie. Octobre 40, premier statut des Juifs. 3. Donc le gouvernement de Vichy très rapidement va mettre en place
avec le gouvernement d'occupation allemande des politiques antisémites. Les populations juives françaises et étrangères vont être assez rapidement exclues de la vie publique. Donc, comme le disait Roland, le statut des Juifs en octobre 40, où les populations juives sont exclues de la fonction publique, de l'armée, de l'enseignement, du journalisme. Les premiers rafles dès avril 1941, en tout cas dans la zone nord. En juin 1942, mesure très symbolique dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le port obligatoire de l'étoile jaune pour les populations juives en zone occupée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et aussi dans le parcours de Roland, c'est que donc, quand sa mère est arrivée à Terrasson, donc c'était toujours en zone libre. Et ensuite, à partir de novembre 1942, l'armée allemande va envahir cette zone aussi. Donc toute la France est sous occupation allemande. À la suite du débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord. Voilà, à partir du débarquement... Pardon ? On entend. Oui, c'est ça. Le 11 novembre 1942, la zone libre est envahie à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Donc Terrasson, c'est fini. Donc voilà, à partir de l'automne 1942, la région est sous occupation allemande, et ce qui explique, d'ailleurs, il y avait une commandanture à Bergerac, non ? Juste à côté. Il y en avait partout. Ouais, donc c'est pour ça que ce que disait Roland un peu après, notamment au printemps et été 1944, il y a beaucoup d'exactions de l'armée allemande. Donc vous avez parlé de cette arrestation et fusillade d'un résistant, printemps-été 44. J'avais vu aussi qu'à quelques kilomètres au nord de Pomport, à Mussidan, ah oui. donc voilà, une cinquantaine de civils qui en représailles avaient été assassinés par l'armée allemande. Il y a aussi Oradour. Oradour-sur-Glane, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Non, je ne peux pas parler d'Oradour-sur-Glane. La seule chose que je peux dire, qui est extrêmement intéressante, c'est que c'était à la suite... les Allemands, ils voyaient qu'il allait y avoir le débarquement, donc il y avait les régiments qui remontaient vers la Normandie. Et il y a justement le régiment d'Asreich qui a remonté, c'est eux qui sont allés à Oradour, bon, parce qu'il y avait beaucoup d'exactions de la part des résistants et tout ça. Et ce qui est extraordinaire, donc je ne sais pas si vous avez été au courant d'Oradour, ils ont renfermé les gens dans une église, ils ont mis le feu, etc. Et Oradour se situe à peu près à 150 km de Pomport, de l'endroit où j'ai été élevé. Eh bien à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien. Ben, une heure après, on le savait. De village en village, ça s'est répandu, ils brûlent tout, etc. C'était extraordinaire, on l'a su, et il n'y avait aucun moyen actuel. Pour parler un peu autant de votre vie d'enfant caché, mais aussi de la vie de votre mère, je pensais que c'était intéressant de rappeler cette idée de changement d'identité, que la plupart des personnes juives en France ont dû mentir, ont dû cacher leur identité juive, et ça passait souvent par un changement de nom. Donc votre mère a modifié un peu son nom, elle s'appelait Lévy, elle est devenue Léry, donc, et je pensais aussi intéressant de le souligner, Claude, le mari de Carole, lui, était devenu Claude Lévis. Donc vous voyez sur le PowerPoint une enveloppe que Carole avait gardée. Je crois qu'une des choses qu'il faut que vous reteniez peut-être, c'est que dans la vie, dans le monde, il y a des gens épouvantables. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont absolument merveilleux. Dans le cas de ma mère, qui a passé toute la guerre à Terrasson avec sa mère, elle s'appelait Leury. Eh bien, mon père, qui était prisonnier de guerre, en écrivait à ma mère, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Pendant toute la guerre, mon père a écrit à Madame Lévy. Et elle s'appelait Leury. Donc, ni le facteur, ni la poste, ni la mairie, personne n'a jamais rien dit. C'est quand même un enchevêtrement de gens extraordinaires. Question. Et toi, tu t'appelais comment? Delbos.
D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on voit, bon, la qualité de la photo n'est pas très bonne, mais vous reconnaissez bien sûr Roland, ici en blanc, avec son tonton adoptif, Monsieur Delbos. Ben, regardez, je suis toujours aussi beau. Hein. Oui. Encore plus. Encore plus. Ouais. Ensuite, juin 1944, bon, vous en avez peut-être entendu parler, le débarquement des Alliés en Normandie. Quelques semaines plus tard, Paris est libéré. Quelques jours avant la libération de Paris, Bergerac, donc, qui était la préfecture, la principale ville à proximité de Pomport, est également libérée. Roland, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos souvenirs de la libération? Oui. Alors, à la libération, j'avais une grand-mère qui habitait à Terrasson et qui était mourante. Et on m'a raconté, je ne me souviens pas très bien, que ma grand-mère a dit à ma mère: si c'est vrai que la guerre est finie, je voudrais revoir Roland. Donc ma tante m'a amené en vélo là-bas, je suis allé, bon, j'ai pas vraiment de souvenir de cette grand-mère qui est morte d'un cancer. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle aurait été largement sauvée. Et puis il y a eu un enchevêtrement, donc ma mère m'a emmené à Paris. Alors j'ai connu Paris à la Libération parce que j'avais une tante, la sœur de ma mère, qui entre-temps avait eu l'occasion d'épouser un gradé américain. Donc comme tout gosse, donc à 6 ans, on m'a promené dans les jeeps de l'armée américaine, dans les cinémas, partout. Voilà. C'était un peu étonnant. C'était un peu étonnant. Et puis de là, de Paris, ma mère est allée à Lyon. Et pourquoi Lyon? Parce qu'à Lyon, elle avait une tante, un oncle qui avait passé la guerre à Lyon. Et ça a été un événement assez important. Parce que c'est la première fois que j'ai été en réalité confronté au judaïsme. Je connaissais rien. Je savais pas. Bon, moi j'allais à l'église comme tout le monde, enfant de chœur, catéchisme et tout. Et on m'a emmené chez des gens qui avaient des coutumes, disons, un peu différentes. Ils parlaient parfaitement le français, mais je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, les bénédictions qu'il fallait faire. Bon, ça a été un premier contact, ça a été déjà, disons, un choc. Et ensuite, j'ai un jour, c'était 6 cours Lafayette, je me souviens très bien, on sonne, et puis je vois quelqu'un qui monte les escaliers 4 à 4, et j'ai crié, il y a le charbonnier qui arrive. En fait, ma mère s'est jetée dans les bras du charbonnier, c'était mon père qui rentrait de captivité. Donc j'ai fait connaissance avec mon père, on m'a présenté mon père. Bon, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant quand vous avez 6-7 ans, on vous dit voilà, c'est ton père. Bon. Et là-dessus, les événements se sont un peu précipités. Je suis resté quelques mois, j'étais au lycée Ampère à Lyon. J'ai découvert les premiers traits de l'antisémitisme quand on commence à s'appeler Lévi dans une cour d'école. C'était déjà quelque chose d'important. Et mes parents avaient tout perdu pendant la guerre. Et donc, la solution, on m'a renvoyé à Pomport. Donc je suis retourné à Pomport pendant 1 an et demi. Pendant ce temps-là, j'ai une sœur qui est née. Ensuite, j'ai un frère qui est né. Je suis encore retourné à Pomport. Donc jusqu'en 48-49, je suis allé à l'école là-bas. Et en 48, mes parents sont rentrés à Strasbourg. Et là, il y a eu le choc de l'Alsacien. Je ne sais pas si vous savez, mais jusqu'en 62, l'Alsacien était quand même très introduit à Strasbourg. Et c'était pas si facile. Ni de Schäffolsheim, je n'arrivais pas à prononcer. C'était pas possible. Juste interrompre 1 minute, parce qu'il y a plein de choses qui sont manquantes. Je voudrais juste, parce que je pense qu'on ne réalise pas, mais... c'est des questions en fait que tu as posées juste sur ce que vous avez dit. Je reviens sur ce qui a été dit avant parce que oh la vraie. Voilà. Quand vous avez été à Pomport, vous avez vu votre maman pendant cette... Jamais. Voilà. Ah bon. Donc vous n'avez jamais vu votre maman, mais non, parce que c'est pas clair dans ce que vous avez dit, on n'arrive pas à comprendre. Donc vous l'avez jamais vue. Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à un moment? Parce que vous dites, voilà, ma mère m'a pris, elle m'a emmené à Paris et tout ça. Non, elle n'arrive pas. Je vous ai dit,
Non, elle n'arrive pas. J'ai dit quand la guerre a été finie, ma grand-mère a communiqué avec mon oncle, je ne sais pas comment, en disant qu'il faut me ramener à Terrasson. Ma grand-mère veut me voir, comme ça elle sera persuadée que la guerre est finie. Mais pendant ce laps de temps, j'ai vu personne. Et pareil pour le prénom, vous avez gardé votre prénom? Parce qu'on a parlé du changement de nom. Non, Roland, oui, toujours Roland. Toujours. Oui, Roland, oui. Et le nom de famille, vous aviez 3 ans. Ça a joué pour vous, le changement de nom? Pas vraiment, non. Voilà, c'était tout. Bon, je pense qu'on en reparlera de toute façon dans la séance des questions. Finalement, elles vont avoir beaucoup plus de questions que tous les élèves, mais c'est pas grave. Roland répond à tout le monde. Donc pour revenir à ce que disait Roland sur la fin de la guerre, et qui, pour moi en tant qu'historien, est très intéressant, il faut bien comprendre que l'armistice, la fin officielle des combats, n'a pas mis un terme aux difficultés de la guerre. Dans le cas de la famille de Roland, par exemple, les difficultés économiques étaient telles qu'ils étaient obligés en fait de renvoyer Roland avec la famille qui l'avait accueilli pendant la guerre à Pomport. Les infrastructures de transport, l'économie française était quand même complètement ravagée par la guerre. J'avais mis pour illustrer un peu des photos de Strasbourg, vous voyez la cathédrale et la place Kléber. Donc il faut bien comprendre qu'à la fin de la guerre, on a un pays qui a été ravagé par la guerre, et bien sûr pour les populations juives qui revenaient, c'était particulièrement compliqué parce que beaucoup d'entre elles avaient vu leurs biens spoliés, donc en fait volés et souvent donnés à des non-juifs. Vous, Roland, ça a été le cas de votre famille aussi, non? Oui, mais ils ont retrouvé. Oui, il y avait des listes. Il y avait des listes à la mairie, il y avait des listes, étant donné que les Allemands avaient fait ça de manière très, très stricte, il y avait des listes, et mes parents ont retrouvé quelques meubles comme ça. Ils avaient des adresses. Bon, les gens étaient étonnés, c'était étonnant tout ça. Bon, ensuite on va accélérer un peu dans le temps, et puis comme ça on aura plus de temps pour les questions après. Mais Roland, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'après-guerre, de vos relations avec les Delbos, et surtout de la question des Justes? Alors ce que je voudrais dire d'abord, c'est que il faut que vous sachiez que dans ces séjours-là, ça a été totalement désintéressé. Il n'y a pas eu le moindre échange d'argent. Bon, d'abord, je pense que ma mère n'aurait pas pu, mais j'ai l'exemple d'un ami qui, lui, avait été également caché, et les parents payaient, et quand les parents n'ont plus pu payer, il a eu une vie épouvantable. Il a dû dormir dans les granges, il a été battu. Bon. Dans mon cas, il n'y a eu rien que de l'amour et du sentiment. Il n'y a rien eu d'autre. Quand on est rentré à Strasbourg, c'est sûr que j'étais un peu désorienté. Et alors j'ai eu un deal, j'ai fait un deal, ma mère a fait un deal avec moi, elle m'a dit si tu travailles bien à l'école, tu peux retourner l'été à Pomport. Donc j'ai bien travaillé à l'école, et je suis retourné tous mes étés, j'étais là-bas. Mon oncle était garagiste électricien, donc je travaillais pendant 2 mois et demi de l'été, je travaillais au garage, ou bien je travaillais dans l'installation d'électrique, et j'adorais ça. Par la suite, ils sont partis en Afrique, et quelques mois après, on m'a dit de me rendre dans une banque où l'argent m'attendait pour prendre l'avion, donc je suis également allé en Afrique. Et bon, la vie a passé, et puis mon fils m'a dit que c'était pas normal, et qu'il fallait vraiment se battre pour qu'ils obtiennent la médaille des Justes. Et effectivement, cette médaille des Justes a été remise à la mairie de Pomport en 2005. Malheureusement, la tante est décédée en 62 et l'oncle est décédé en 73. Donc c'était à titre posthume, mais c'était vraiment un événement important. Et donc la médaille des Justes a été remise. Et maintenant, de toute façon, chaque année je retourne là-bas, ne serait-ce que sur la tombe.
Et puis j'ai absolument besoin d'aller dans ce village chaque année, passer quelques jours. Et depuis que ma femme me connaît, qu'on aille au Danemark, aux États-Unis, on finit toujours par Pomport. Donc, là encore, pour contextualiser un peu, donc, le titre de Juste parmi les nations, c'est un titre qui a été créé en 1953 au même moment que le mémorial de Yad Vashem, donc, qui se trouve à Jérusalem. Et donc c'est un titre qui a été créé, voilà, qui honore les personnes non juives qui ont sauvé des populations juives pendant la guerre. La France est un des pays les plus représentés avec la Pologne. En grande partie parce que, comme je le disais, plus de 85% des enfants juifs de France ont survécu. À comparaison, par exemple en Pologne, on parle de 90% d'enfants juifs tués pendant la guerre. Donc parmi ces justes, il y a bien souvent des particuliers, des institutions religieuses, aussi des villages, comme en France le Chambon-sur-Lignon. Parmi ces particuliers, on peut avoir des fonctionnaires, des paysans qui... Ah d'accord, c'est les statistiques, je vous laisserai la précision après. Donc voilà, des paysans qui sont parmi les catégories professionnelles les plus représentées parmi les justes, des ouvriers, des cheminots. Et ce type d'aide, on a des gens comme les Delbos qui ont accueilli un ou plusieurs enfants juifs pendant la guerre, mais ça pouvait aussi consister à de l'aide humanitaire dans les camps d'internement français où se trouvaient parfois les populations juives en transit. Également, beaucoup de gens, beaucoup de justes ont aidé des enfants à passer clandestinement en Suisse et en Espagne. La Suisse et l'Espagne qui ont été des pays neutres pendant la guerre. Mais également, ça pouvait être des actes un peu plus limités, comme la réalisation de fausses cartes d'identité, pour bien sûr aider les enfants à dissimuler leur identité juive, des faux certificats de baptême. Et des tickets de rationnement. Des tickets de rationnement. Vous, d'ailleurs, est-ce que vous aviez des faux documents? L'institutrice faisait ça. Oui. L'institutrice de Pomport avait fait des faux documents, et c'était très important pour avoir les tickets de rationnement, puisque le pain, la viande et tout ça, c'était extrêmement rationné. Donc l'institutrice qui, par la suite, j'étais dans l'école là-bas. Et certificat de baptême aussi? Non. Non, j'ai pas été baptisé. On habitait à côté de l'église. Le curé venait quasiment tous les jours prendre l'apéritif, mais il n'a jamais été question de me baptiser. Une dernière question piège, et après je laisse la parole à la salle. Que souhaiterez-vous que les jeunes générations retiennent de votre témoignage? Je voudrais surtout que les jeunes retiennent qu'il y a des gens, dans la vie, il y a des gens absolument merveilleux, ça c'est déjà une chose qu'ils retiennent, et qu'il faut se battre contre le racisme de toutes sortes. Pas seulement, toutes les sortes de racisme sont à combattre, et il faut s'entraider. Et ces gens qui m'ont recueilli, m'ont élevé. Je pense qu'ils l'ont fait parce que on leur a dit il faut sauver un gosse, ils n'ont pas réfléchi. Et après je vous dirai autre chose. Alors tout ça, ça a aussi une incidence sur la suite. Parce que si tout à l'heure vous avez des questions de physique, vous pouvez venir. Je suis un spécialiste de la mécanique quantique et des lasers. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il a s'agi de faire des études, je voulais faire médecine. Et ma mère m'a dit non. Ah bon. Elle m'a dit non parce que pendant la guerre, avec le statut de Vichy, le statut des Juifs, les médecins n'avaient pas le droit d'exercer. Et ma mère a dit qu'elle en a trop vu, c'était le malheur complet, et ces gens ne savaient rien faire à part leur médecine, et ils n'avaient pas le droit d'exercer. Donc j'ai fait des études de sciences, et elle a gagné. Je peux aller travailler, dans 1 heure, je peux aller travailler aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Corée. Voilà, ça c'est une chose. Et je voudrais juste conclure à ce que vous réfléchissiez, si demain, on vous amène un gosse et vous êtes en danger de mort, qu'allez-vous faire?
pour les questions, je ne sais pas comment... On donne le micro. Mais il y avait tellement d'amour que Roland n'en demandait pas plus. Et c'est après que chacun nous disait « Oh, c'était un homme bourru, mais on n'allait pas le dénoncer, il était tellement bon. » Voilà, avec l'accent du coin. Et c'est vrai que Roland a besoin chaque année d'aller sur la tombe, de déposer une pierre comme on fait quand on va sur une tombe de quelqu'un qui est juif. Et ce qui fait que l'autre épouse du tonton, quand sa première épouse est décédée, se demandait pourquoi il y avait toujours une pierre sur la tombe. Cette dame est de Paris, et elle a posé des questions à des amis, et elles lui ont dit, c'est quelqu'un qui est juif qui dépose une pierre. Du coup, cette personne, chaque année, quand elle va sur la tombe de ses parents, elle dépose aussi une pierre sur la tombe du tonton, parce qu'elle savait qu'il avait tellement aimé cet enfant qu'elle avait besoin de faire pareil. Il s'agit le travail de la mémoire pour la prochaine génération et même plus tard. Comment est-ce qu'on va se souvenir de ces histoires? Écoutez, il y a... Comment? Bon, d'abord, il y a mes enfants, mes petits-enfants. Après, je ne sais pas. Puis il restera la littérature, il restera les films, la littérature, certaines institutions. Mais vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Qui c'est qui se soucie actuellement de la guerre de 100 ans? Ça finira comme ça, hein, dans 4-5 générations. Ouais, ce sera... On a le temps, mais bon, c'est sûr que ça va s'estomper petit à petit. Mais je crois que ceux qui sont actuellement, les gens qui sont là, les générations à venir, je crois qu'il faut pas oublier, voilà. Il faut pas oublier, il faut savoir que ça a existé, il faut se conduire en conséquence. J'essaye de compléter la réponse. Roland a fait une comparaison avec la guerre de 100 ans. Je crois que les choses ne sont pas tout à fait comparables. Évidemment, tous les réseaux sociaux, tous les appareils dont vous disposez et qu'on essaye de limiter dans leur usage quotidien n'existaient pas autrefois. Ils ont des aspects négatifs, mais je pense que tout ce qui s'est dit depuis la Deuxième Guerre mondiale fait l'objet d'un nombre de documents dans des archives, dans des institutions, à travers la littérature, qui ne disparaîtront pas d'aussitôt et qui permettront certainement de servir d'exemple pour ce qu'on a appelé pendant un certain temps « jamais plus ». Vous venez de différents pays et je suis certaine que chacun et chacune d'entre vous, en interrogeant votre famille, doit pouvoir faire un lien avec votre histoire propre et avec l'histoire de vos pays respectifs. Et je crois que c'est là que se situe le lien et l'avenir de notre travail de mémoire. C'est que chacun de vous doit se rattacher à un événement concret, soit de votre famille, soit de votre pays d'origine ou d'accueil, et à travers ça, être un des maillons de la chaîne de la mémoire pour justement éviter que cela ne se reproduise. Et si vous avez l'occasion de voyager dans différents pays qui ont participé aux événements de la Deuxième Guerre mondiale, vous trouverez partout des lieux de mémoire qui vous permettent aussi de comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, il y a les grandes institutions. Je crois que vous avez été ou vous irez au mémorial de la Shoah à Paris, mais vous avez par exemple des lieux de mémoire dans chaque pays. En Pologne, il y a énormément de lieux de mémoire et il y a de plus en plus de gens qui racontent leur histoire
et qui nous permettent de savoir qu'il y a eu des gens, même s'ils n'ont pas le titre de juste parmi les nations, on peut élargir cette notion à des citoyens qui ont sauvé l'honneur de l'humanité. Tout le monde n'a pas obtenu un diplôme ou une médaille, mais il y a énormément de gens qui, par un acte spontané, ont permis de sauver des vies. Et je crois que le travail de mémoire, c'est à chacun de vous de le faire. Si chacun de vous, une fois qu'ils auront des enfants, raconte la séance d'aujourd'hui, ce que vous en avez retenu, je crois que ça sera déjà un résultat plus que positif pour la mémoire de tous ceux qui ont souffert. Oui, évidemment. Je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que là vous avez un témoin qui parle, comme il le disait tout à l'heure, il a ses enfants et ses petits-enfants, la mémoire elle se transmet, qu'on le veuille ou non, aux descendants. Et il y a beaucoup de situations où les enfants ou les petits-enfants, eux, témoignent après, et continuent à transmettre l'histoire de leurs parents. Moi j'en connais plusieurs qui interviennent comme ça et qui prolongent la mémoire. Maintenant vous, en ayant entendu un témoin, ben, vous allez vous aussi pouvoir prolonger la mémoire, comme raconter l'histoire de Monsieur Lévy ou d'autres que vous allez entendre, et ce sera votre façon à vous de prolonger la mémoire.